Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série qui porte sur la recherche de la stratégie optimale au mastermind. Dans la première vidéo, on s'était intéressé aux symétries qui existaient dans les combinaisons et également dans les parties elles-mêmes. Et dans cette deuxième vidéo, en fait, on va se poser une question simple, c'est quoi une bonne stratégie? Donc cette question, en fait, on peut se la reposer plutôt plus formellement en disant comment évaluer une stratégie et comment la comparer à d'autres stratégies. Quels indicateurs on va utiliser, quels critères, comment est-ce qu'on sait qu'une stratégie est plus optimale qu'une autre. Alors quand j'étais petit, j'avais une façon de faire en fait un peu naïve, c'était que je jouais à chaque couleur, puis après je regardais sur les couleurs qui étaient bonnes, les positions qui pouvaient fonctionner. Donc là, concrètement, on va faire ça. Donc d'abord, je joue par exemple la combinaison avec que des rouges, donc ça me donne 2 bien placés, donc ça veut dire que dans la combinaison gagnante, il y aura 2 rouges. Donc là, les oranges, là, pas de chance, il y en a 0 bien placé, 0 mal placé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'orange dans la combinaison finale. Le jaune, on a un bien placé, et là, on remarque d'ailleurs qu'il n'y a jamais de mal placé, puisque à partir du moment où une couleur est présente, elle est bien placée. La couleur verte, du coup, elle donne 0 bien placé, 0 mal placé, donc pas de vert dans la combinaison finale. Pas de bleu non plus. Et finalement, le violet, il y a un bien placé. Et on aurait pu, en fait, se passer de cette dernière combinaison, mais ça, je reviendrai plus tard dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 rouges, un jaune et un violet. Et, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer cette combinaison-là dans cet ordre-là, et pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit 2 bien placés, 2 mal placés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les permutations de positions qui vont bien, jusqu'à obtenir la bonne combinaison. Donc là, on va essayer par exemple de permuter les deux derniers, et c'est effectivement la bonne réponse. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais considérer 2 stratégies un peu simplistes, mais qui vont nous permettre, en fait, d'explorer ce qu'est une stratégie et comment l'évaluer. Donc la première, c'est la stratégie d'énumération. Donc là, c'est une stratégie assez bête, puisqu'il faut jouer, en fait, toutes les combinaisons une à une, sans prendre en compte le résultat du score obtenu, et quand on tombe sur la bonne combinaison, on a gagné. Bon, là, évidemment, ça demande énormément d'essais, sauf si par chance on tombe assez rapidement sur la combinaison, mais a priori, au maximum, ça va demander donc du coup le nombre de combinaisons totales, à savoir C puissance P, dans le cas où on a C couleurs et P positions. Donc c'est ce que j'ai mis, c'est C puissance P et C au maximum. Et puis donc l'autre stratégie que je voudrais étudier, c'est celle que je viens de vous présenter juste à l'instant, c'est la stratégie que j'ai appelée décomposition. C'est une stratégie où d'abord on joue couleur par couleur, et après on joue toutes les permutations de positions possibles. Ça donne factoriel P à peu près possibilité au maximum. En fait, c'est jamais ça, c'est un peu plus fin que ça. Bon, si on approxime, ça donne C plus factoriel P et C pour la deuxième stratégie. Et donc si on prend le cas particulier de 4 positions 6 couleurs, on a 1296 essais pour la stratégie énumération, et puis 30 essais pour la stratégie décomposition. Et en fait, on va essayer de creuser un peu plus la stratégie décomposition pour affiner un peu cette estimation. Alors déjà, on va se poser la question, comment on peut représenter de manière informatique une ou plusieurs parties. Alors déjà, une partie, comment on fait? Donc là, on a notre partie qu'on a joué tout à l'heure, et finalement, on peut découper les éléments qui font partie de cette partie. Donc on a d'un côté des combinaisons, de l'autre côté des scores, avec une combinaison un peu particulière, qui est donc la combinaison cachée, qui est un petit peu à part. Donc ces éléments-là, en fait, ils vont suivre une certaine chronologie, et je vais essayer de faire figurer cette chronologie avec des flèches, des arêtes, en fait, qui vont relier chacun des éléments. Donc en fait, là, on va avoir une liste où chaque élément va avoir un successeur, et donc là, après la combinaison rouge, il y a un score avec 2 noirs, enfin 2 bien placés, après la combinaison orange, après, etc., etc. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si on avait, par exemple, trouvé directement la bonne réponse
dès qu'on avait joué en fait donc la combinaison de couleurs qui allait bien, donc 2 rouges, un jaune, un violet dans cet ordre-là. Bon, bah ça correspond à une autre partie où finalement le codeur aurait choisi 2 rouges, un jaune et un violet. Et puis on peut imaginer une autre partie où bah, finalement au lieu d'avoir comme score de réponse 2 noirs, 2 blancs, enfin 2 bien placés, 2 mal placés, bah, on aurait eu 4 mal placés. Bon bah ça donne également une autre potentielle combinaison cachée. Et donc en fait la réponse qu'on peut apporter, ça va être un violet, un jaune, 2 rouges par exemple, et puis on peut imaginer que c'était la bonne combinaison et qu'on a gagné à ce niveau-là. Donc en fait là ce qu'on voit quand même, c'est que les 3 parties ont un début commun, puisqu'il y a toute la partie au moins sur les couleurs qui est commun, et puis même la première combinaison qui teste les positions qui est commune aussi. On aurait bien envie du coup de rassembler en fait tout ce qui est commun, et c'est ce qu'on va essayer de faire là. Donc finalement, là par exemple, dans la deuxième partie, on a pris le score parfait, la première combinaison qui teste les positions, et puis donc on est venu l'agréger en fait sur la partie de gauche, sur laquelle en fait on avait dû faire une permutation. Et donc en fait on a créé un embranchement qui dit bon bah soit en fait on avait encore 2 pions bien placés, 2 pions mal placés pardon, soit on avait directement les 4 pions bien placés. Donc voilà, on a un embranchement et en fait on va venir rajouter même un autre embranchement puisque donc on a l'autre possibilité qui est 4 mal placés. Et là en fait on a résumé 3 parties avec un arbre, donc ce qu'on peut appeler un arbre, et quelque part en fait les embranchements qu'on peut trouver au sein de cet arbre, c'est un peu l'ensemble des possibles, ça correspond quelque part à 3 parties. Alors maintenant en fait on va essayer de compléter un petit peu ce raisonnement. Alors là on a pris donc 3 configurations de position différentes, mais on peut se poser la question, bon bah oui mais pour les autres configurations de position qui ont exactement les mêmes couleurs, à savoir 2 rouges, un jaune, un violet. Qu'est-ce qui se passe? Donc bon là déjà on va faire un petit peu de place, on redispose les éléments, et déjà on va regarder est-ce qu'il y a d'autres scores possibles. Alors oui il y a un autre score possible puisque il y a un bien placé et 3 mal placés, et ça on peut très bien imaginer que voilà, on répond avec une combinaison, un jaune, un rouge, un violet, un rouge, qui peut être gagnant. Donc ça nous donne une combinaison cachée supplémentaire qu'on capture au passage. Puis après on pourrait se dire oui on va aussi mettre 3 bien placés, un mal placé. Bon ça en fait c'est une combinaison, enfin c'est un score pardon, qui n'existe pas. Puisque à partir du moment où on a un mal placé, il en faut au minimum 2 pour pouvoir échanger de position avec l'autre. Donc ça nous donne cet arbre-là, mais en réalité, il y a plein d'autres combinaisons possibles, et je ne vais pas détailler en fait on va dire, tous les raisonnements à chaque fois pour arriver donc à ces autres combinaisons, mais en fait ce qu'on peut se dire c'est que il y a des fois où le deuxième essai n'est pas le bon, même si on a soumis une combinaison qui est valide au regard des scores obtenus jusqu'à présent, il reste en fait d'autres combinaisons compatibles et qui n'ont pas été jouées en premier, et donc du coup il faut aller un peu plus loin pour trouver la bonne solution. Et donc au final en fait ça me fait 12 combinaisons différentes qui sont toutes composées de 2 rouges, un jaune, un violet. Et elles sont toutes du coup présentes dans l'arbre que je vous montre à présent. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est simplifier un peu cet affichage. On va remplacer toutes les combinaisons qui peuvent être gagnantes dans cet arbre, donc qui peuvent aboutir à un score parfait, 4 bien placés, par juste des combinaisons cerclées de noir pour un tout petit peu alléger les choses. Par ailleurs, en fait, on cerclera en rouge celles qui ne peuvent pas être solutions. Bon, là, il n'y en a pas sur ce sous-arbre-là, mais on verra d'autres situations où il y en a. Ensuite, on va juste permuter, en fait, dans la partie droite, donc le nœud parent avec son petit-fils, pour juste avoir un arbre optimal. C'était pas le cas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On va revenir tout au début en fait de notre ensemble de parties, et donc là on va
justement, on va se préoccuper de la fameuse combinaison violette. En fait, la violette, on a dit qu'elle était un peu inutile. Pourquoi elle est inutile? C'est parce qu'en fait, on peut déduire le résultat de cette violette par élimination. Bah oui, on sait qu'on a 4 pions au sein d'une combinaison, 4 positions. Et donc, bon, bah, si en fait les 5 premiers essais de couleurs n'ont montré que 3 pions, ou montré que X pions, bah, on sait que tous les autres sont de la dernière couleur. Et donc, en fait, on n'avait pas besoin de jouer la combinaison violette. Donc, on l'enlève. Elle servira pas dans une partie normale, on ne la joue pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter, enfin, on va compter le nombre d'essais qu'il faut pour atteindre telle ou telle combinaison. D'ailleurs, au passage, on remarque que donc, toutes les premières combinaisons de couleurs sont cerclées de rouge, puisque en fait, ce ne sont pas des solutions dans les différentes combinaisons cachées qu'on étudie en ce moment. Pour atteindre la combinaison rouge, il faut un seul essai, donc je marque un 1. La combinaison orange, je marque un 2, 3, 4, 5, bon, pas de surprise. Hein. La première combinaison type position, bon, bah, elle, il faut 6 essais. Et si on revient à ce niveau-là, sur les positions, eh ben, on va avoir, donc du coup, toutes les combinaisons à la même profondeur vont avoir le même nombre d'essais pour être atteignables. Ça paraît plutôt logique. Donc 8 pour l'avant-dernière couche et 9 finalement pour la seule combinaison qui demande une possibilité en plus. Au final, au global, si on veut faire le bilan de tout ça, on se dit que au maximum, il faut 9 essais pour atteindre la combinaison gagnante. Au maximum, ça c'est le cas le pire quelque part. Et il faut donc un nombre d'essais moyens de 7,666. Alors comment on obtient ce nombre d'essais moyens? En fait, il suffit d'additionner toutes les profondeurs de combinaisons sur les combinaisons gagnantes et de diviser par le nombre de combinaisons possibles, à savoir 12. Donc on obtient voilà, donc ce 7,666. Donc là, on a trouvé 2 indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer une stratégie. Le nombre d'essais maximum qu'il faut pour arriver à la combinaison gagnante et le nombre moyen d'essais qu'il faut pour arriver à la combinaison gagnante. La moyenne et le maximum. Donc maintenant, on va essayer de prendre un peu de recul et de se poser la question, qu'est-ce qu'une stratégie? Donc une stratégie, tout d'abord, c'est une combinaison initiale là, que j'ai marquée avec donc, des points d'interrogation. Et cette combinaison initiale, en fait, donc du coup, elle va vraiment dépendre de la stratégie. Ça va être notre point d'entrée de la stratégie. À cette combinaison initiale, il va y avoir un certain nombre de scores possibles, donc des scores qui vont correspondre du coup à l'adéquation de cette combinaison initiale avec une combinaison cachée potentielle. Et en fonction donc des résultats possibles, on va avoir une deuxième combinaison qui va être adaptée à chaque score de réponse. Et cette deuxième combinaison va aussi faire partie de la stratégie. Donc, et puis ainsi de suite, voilà, avec d'autres scores et d'autres combinaisons. La stratégie, en fait, elle n'est pas au niveau des scores, elle est vraiment au niveau des choix des combinaisons. Ce qu'on voit là, le choix de la première combinaison et le choix de la deuxième combinaison en fonction du score, ça c'est la stratégie. Et on peut imaginer évidemment que ça s'étend jusqu'à la fin. Par exemple, voilà, si je prends une stratégie exemple, voilà, mon premier coup ça peut être bleu, orange, bleu, vert. Et puis après, en fonction de chaque score de réponse, je vais avoir une combinaison qui, dans le cas que j'ai choisi, est toujours quelque chose de valide par rapport au score qui a été donné. Voilà. Ensuite, on va avoir une deuxième stratégie que je veux mettre comme illustration, donc, qui est la stratégie d'énumération. Là, on voit que déjà, il y a plein de scores qui sont pas possibles. Donc, on commence, alors là, c'est parce qu'on commence par 4 rouges, on aurait pu commencer par n'importe quelle autre combinaison, mais bon, on commence par 4 rouges, peu importe. Et donc, effectivement, dans les combinaisons monocouleurs, il y a plein de scores qui ne sont pas possibles. Et là, du coup, le deuxième coup, c'est toujours le même, hein, quel que soit le score. Ça, c'est un peu quelque chose qui diffère de l'exemple précédent. C'est qu'à chaque fois, peu importe le score, en fait, on va toujours jouer la deuxième combinaison, rouge, 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 jaune,
qui est dans la liste des combinaisons à tester. L'autre stratégie, donc la stratégie des compositions, lui, elle commence pareil, mono rouge puis mono orange, et c'est pareil, là il n'y a pas tous les scores qui sont possibles. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça dépend pas, la deuxième combinaison ne dépend pas du score obtenu. Donc ça, c'est parce qu'on est dans le début de la stratégie, mais on sait bien que dans l'arbre des possibles, quand on arrive au niveau position, là, on commence à prendre en compte la réponse. Mais bon, au global, on sent quand même que ces deux stratégies, là, énumération et décomposition, elles sont sous-optimales. D'abord parce qu'en fait, elles n'exploitent pas tous les scores possibles, et aussi parce qu'elles ne prennent pas en compte le score, au moins dans leur début de réponse. On va quand même s'intéresser à donc la stratégie de décomposition, faire l'exercice en fait de l'évaluer dans son entièreté, parce que ça va nous donner des points de repère un petit peu sur qu'est-ce que ça implique en fait d'évaluer complètement une stratégie. Donc je rappelle, il y a une détermination des couleurs en premier, puis une détermination des positions en deuxième. Si on se remémore ce qui a été fait dans la première vidéo, on a abouti, dans le cas de 4 positions et 6 couleurs, évidemment, on a abouti au fait qu'il y avait 5 combinaisons, 5 types de combinaisons qui étaient vraiment différentes les unes des autres, à symétrie de position et de couleur près. Donc ces 5 combinaisons, en fait, on les visualise ici. Elles ont respectivement 1, 2 et 2, et 3 et 4 couleurs distinctes. Donc on va essayer déjà, dans un premier temps, de les dénombrer. En fait, les dénombrer, c'est se poser la question de combien il y a de combinaisons qui sont de cette typologie-là. Donc par exemple, pour la première combinaison, combien il y a de combinaisons qui sont monocouleurs. Puis après, dans la combinaison avec 1 rouge et 3 oranges, ou 2 rouges et 2 oranges, on va se poser la question combien il y a de combinaisons qui ont exactement 2 couleurs et qui ont ce nombre précis en fait d'instanciation de chaque couleur. Donc 3 et 1 ou 2 et 2, selon le cas, etc. Donc concrètement, dans le dénombrement, on va d'abord regarder le nombre de possibilités de choisir n couleurs. Donc là, en l'occurrence, pour les combinaisons monocouleurs, on va avoir 1 parmi 6, ça fait 6, et c'est normal puisqu'il y a 6 couleurs, donc ça veut dire que on a 6 combinaisons monochromes qui existent. Puis après, on a 2 parmi 6 combinaisons bicolores qui existent, donc c'est pour ça qu'il y a un 2 parmi 6 pour le choix des couleurs pour les deux, quand il y a 2 couleurs, puis 3 parmi 6 et 4 parmi 6, voilà, c'est assez intuitif, on va dire. Ensuite, on va se poser la question en termes de position, combien il y a de possibilités finalement de positionner les couleurs maintenant qu'on les a choisies. Dans le cas monocouleur, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est juste mettre les couleurs dans toutes les positions. Donc là, on a un facteur 1, donc en orange c'est les positions et en bleu c'est les couleurs. Pour le cas bicolore, donc on a des petites subtilités selon qu'on soit dans le cas 3 et 1 ou 2 et 2. Je vais juste dire que dans le cas 2 et 2, en fait, il faut choisir deux positions parmi les 4. Donc c'est pour ça qu'il y a un 2 parmi 4 qui apparaît. Dans le cas 3 couleurs, on va avoir d'abord le choix de quelles sont les positions qui vont être de la même couleur. Donc c'est pour ça qu'on a un 2 parmi 4. Puis après, on va faire donc toutes les permutations possibles entre les 3 positions qui restent. Enfin, le 4 couleurs qui va nous donner donc 4 positions possibles pour chacune des couleurs, et donc ça donne un dénombrement de factoriel 4 pour les positions possibles. Au final, on obtient donc ces nombres respectifs, et en fait, ce qui est marquant, c'est de voir que c'est les combinaisons à 3 couleurs qui sont largement dominantes sur les autres. Et on n'était pas forcément préparé, on va dire, à ce résultat. Donc on rappelle, le choix des couleurs, c'est en bleu, et le choix des positions, c'est en orange. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre donc ces différentes typologies de combinaisons dans un tableau, que vous voyez là. Et dans ce tableau, en fait, on va essayer de compter pour chaque étape
de la stratégie de décomposition, la moyenne qu'il faut pour fixer les couleurs, et la moyenne qu'il faut, enfin la moyenne et le maximum, hein, bien sûr, qu'il faut aussi pour les positions. Et enfin, évidemment, au total, combien de coûts moyens et combien de coûts au maximum on devra avoir en fait pour chacune des typologies de combinaisons. Donc, commençons par les combinaisons monochromes. Combien de décès il faut pour déterminer quelle est la couleur de la combinaison monochrome qui correspond à la combinaison solution. Bon bah ça va être assez simple. En fait, donc la combinaison monochrome dans cette stratégie, l'avantage c'est qu'elle est trouvée assez rapidement puisque on commence par les combinaisons monochromes de toute façon. Donc en moyenne, il faut 3,5 essais et au maximum il faut 6 essais. Bah oui, parce que par exemple, imaginons que la solution ça soit la combinaison violette, on est obligé de jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour avoir la combinaison violette, donc 6 essais au maximum. Et puis la moyenne, elle est obtenue en sommant tous les nombres d'essais sur chaque combinaison valide et en divisant donc par le nombre de combinaisons totales, donc ça fait 3,5. Alors pour 2 couleurs, ça va se complexifier un peu, parce que autant pour le cas une couleur, il n'y avait pas de problématique de position, puisque on n'a pas besoin de tester les permutations de position, puisque en fait il n'y a qu'une seule configuration de position possible. Autant là, pour les 2 couleurs, il commence à y en avoir des configurations de positions différentes. Donc, il va falloir aussi s'occuper de ça après. Dans un premier temps, déjà, on se pose la question, quelles sont les différentes possibilités de choix de couleurs différentes. Donc ça, on a dit tout à l'heure que c'était 2 parmi 6, donc il y avait 15 possibilités. Donc, dans ces 15 possibilités, on va un peu essayer de découper les choses. Déjà, il y a un cas où donc on va choisir... par chance, on va dire, le rouge et l'orange, qui sont les 2 premières couleurs qui sont jouées dans notre stratégie de décomposition. Donc on va tout de suite s'apercevoir que, en réalité, le rouge et l'orange sont les seules couleurs qui composent notre combinaison gagnante. Puisqu'on va avoir donc 2 bien placés et 2 bien placés, par exemple, dans les 2 premières combinaisons jouées, et du coup on saura qu'il y a 2 rouges et 2 oranges, et du coup il n'y a pas besoin de jouer les autres couleurs. Mais on peut aussi avoir donc des combinaisons qui sont composées de jaune, et dès qu'on a au moins un jaune et du rouge et du orange, en fait on est obligé au moins d'aller jusqu'à la combinaison monochrome jaune. Et donc là, ça donne un arbre en fait, un arbre de tests de couleurs qui va au moins aller jusqu'à 3. Et puis après, pour les combinaisons composées également de vert, on est obligé de descendre jusqu'au vert, donc jusqu'à 4. Pour le bleu, on est obligé de descendre jusqu'à 5. Et pour le violet, c'est encore jusqu'à 5, puisque là, on a dit que par élimination, on pouvait déduire qu'il y avait du violet dans nos combinaisons gagnantes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a une moyenne de 4,33 essais, et un maximum de 5 essais. Oui, on a vu qu'il y avait 5 essais au maximum pour le bleu et le violet. Dès qu'il y a une combinaison qui a du bleu et du violet, on est obligé de faire 5 essais. Et la moyenne, je vous fais grave, c'est des calculs, mais on trouve 4,33 essais, donc juste pour déterminer quelles sont les couleurs présentes dans la combinaison gagnante. Ensuite, on se pose la question de quelles sont les possibilités qui peuvent exister en termes de position. Si on est dans le cas un rouge, une couleur versus 3 autres d'une autre couleur, 3 autres positions d'une autre couleur, donc on va avoir ce type d'arbre qui est pas très intéressant, mais qui est le seul possible. Donc c'est pas un arbre, en fait c'est plutôt une liste. Et donc ça va nous demander en moyenne 2,5 essais pour arriver à la combinaison gagnante, et 4 essais pour au maximum. Et puis sinon on va avoir, dans le cas en fait où on a 2 d'une couleur et 2 d'une autre couleur, là on aura cet arbre là, mais coïncidence, on tombe exactement sur le même nombre moyen d'essais et le même nombre maximum d'essais. Donc finalement ça revient au même, dès qu'on a 2 couleurs différentes, on a exactement les mêmes on va dire la même évaluation de notre stratégie.
Alors pour 3 couleurs, bon, je vous refais pas la même explication, mais c'est pareil, on peut découper en fonction de si notre combinaison gagnante a du bleu, du violet ou non. Et on fait le dénombrement qui va bien, et on trouve qu'il faut 4,75 essais en moyenne et 5 essais au maximum. L'arbre des possibles pour les permutations de position, on l'a fait tout à l'heure, donc je reviens pas dessus. Et donc là, alors il faut enlever en fait toute la partie détermination de la couleur, parce que cette fois-ci, on se focalise vraiment juste sur la partie basse de l'arbre, et donc on a 2,66 essais et 4 essais au maximum, ce qui est plutôt bien. Et pour 4 couleurs, eh ben, on va avoir ces possibilités-là, et 3,6 essais en moyenne et 5 essais au maximum pour déterminer la couleur. Pour déterminer la position, on a cet arbre-là, qui est sans doute le plus chargé de tous, et qui nous donne une moyenne de 3,583 essais et un maximum de 6 essais pour déterminer la bonne combinaison. Si on agrège tout ça dans le tableau que je vous ai présenté au départ, on obtient donc du coup ces chiffres-là qui sont pas forcément très faciles à digérer, donc j'ai préféré mettre ça sous forme de diagramme que vous voyez là. En bleu, on a le coût moyen pour les couleurs. En orange, on a le coût moyen pour les positions, pour chaque typologie de combinaison. Et puis, donc, on a une barre rouge pour indiquer le maximum. Dans le cas maximum, en fait, à combien on arrive. Bon, on voit donc que au maximum, on voit que la combinaison à 4 couleurs, elle peut coûter très cher. Par contre, c'est plutôt la combinaison à 3 couleurs qui, en moyenne, est un peu plus coûteuse que les autres. Bon, si on agrège tout ça, parce que quelque part, les typologies de couleurs, ça nous a surtout permis de calculer plus pragmatiquement, on va dire, le nombre d'essais pour trouver les couleurs, pour trouver les permutations de position, enfin la bonne position, les bonnes positions. Mais si on fait un peu abstraction de tout ça, et qu'on essaye juste de résumer, on va dire, la stratégie à un seul indicateur, bah, on obtient ça. Donc on a une moyenne qui est un peu plus de 7, et puis on a un maximum qui est quelque part vers 11 essais max. Si on essaye de comparer cette stratégie à la stratégie d'énumération qu'on avait auparavant. Alors là, en fait, j'ai pas représenté le haut parce que, évidemment, ça monte beaucoup trop haut par rapport à la stratégie de décomposition. On va quand même essayer de mettre les deux représentations sur le même graphique. Et bon, on voit évidemment que la stratégie d'énumération est vraiment horriblement inefficace par rapport même à la stratégie de décomposition qui elle-même est loin d'être optimale. Bon voilà, c'était juste pour, on va dire, conclure sur cette question-là. Maintenant, je voudrais faire le lien avec ce qu'on a dit dans la première vidéo. On a parlé de symétrie, de position et de couleur, et je voudrais en parler un petit peu ici. Donc, dans la stratégie de décomposition qu'on a évaluée jusqu'à présent, on a donné un ordre arbitraire aux couleurs qui étaient testées. Donc là, c'était rouge, orange, jaune, vert, bleu. Et puis violet, donc ça c'est implicite. Mais qu'est-ce qui se serait passé si finalement on avait testé d'abord l'orange, puis après le violet, et puis le vert, le jaune et le bleu? Est-ce que finalement on n'aurait pas eu des meilleurs résultats sur notre évaluation de stratégie? Donc c'est pareil, hein, on peut refaire un arbre des possibles avec juste un ordre différent en fait des couleurs. Et en fait, il se trouve qu'on peut même faire figurer cette permutation de couleurs comme une permutation de couleurs comme on l'a vu dans la première vidéo. Donc finalement l'échange d'ordre des couleurs se traduit par donc une permutation de couleurs. Et donc par exemple, si on prend le violet, le violet, il fallait 6 essais pour trouver la combinaison cachée dans notre stratégie qu'on a développée qu'on a étudiée jusqu'à présent. Mais dans la nouvelle stratégie avec donc les couleurs permutées, on n'obtient que 2 essais finalement pour trouver la combinaison violette. Donc on pourrait se dire,
la deuxième stratégie, elle est quand même mieux, en tout cas pour le violet. Alors oui, mais bon, si on applique en fait la permutation de couleurs à la permutation à la combinaison monochrome violet, ben, on obtient en fait la combinaison monochrome rouge qui nécessite également 6 essais. Et puis la combinaison 2 essais, la combinaison violette qui ne nécessitait que 2 essais dans la deuxième stratégie, bah, finalement si on prend la permutation inverse et qu'on essaye de retrouver l'équivalent dans la première stratégie, on obtient du orange. Et l'orange, il fallait aussi 2 essais pour l'atteindre. Donc finalement, ce qu'on gagne quelque part, on le perd ailleurs. Bon, si on prend la combinaison de rouge, un violet, un jaune, qui était le cas le pire en fait dans les combinaisons à 3 couleurs de notre stratégie étudiée, on a donc 9 essais. Bon bah, si on applique la permutation de couleurs qui correspond donc à l'inversion des couleurs de la stratégie, eh ben on obtient donc une autre combinaison qui a le même coût dans la nouvelle stratégie. Donc finalement, quand on a une combinaison avec un certain coût, eh ben, on retrouve un pendant de cette combinaison dans n'importe quelle stratégie symétrique. Et ce qu'on peut se dire, c'est que l'évaluation qu'on a faite avec cet ordre des couleurs est valable en fait sur n'importe quelle autre stratégie qui aurait un autre ordre de couleurs. Mais évidemment, le même type de stratégie. Hein. On parle de stratégie de décomposition à chaque fois. Alors pour les positions, ben c'est un petit peu la même chose. En fait, on pourrait se poser la question, ok, on a commencé par 2 rouges, un jaune, un violet, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par un jaune, un rouge, un violet, et puis finalement un rouge? Ça aurait peut-être pu changer l'évaluation qu'on fait de notre stratégie. Peut-être que ça aurait été meilleur. Bah, en réalité, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, si on représente en fait la permutation des positions de la même manière, ce qu'on va voir, c'est que l'arbre reste à l'identique, c'est juste que effectivement la première combinaison a été changée et toutes les autres ont été changées en conséquence. Mais l'arbre a la même tête et le coût moyen pour atteindre une combinaison gagnante est le même, et pareil, le coût maximum reste le même également. Donc on a vu en fait que finalement, on a certes étudié qu'une seule stratégie de décomposition, mais toutes ces symétriques ont été étudiées en même temps, et donc on est capable de donner en fait un résultat global pour la stratégie de décomposition. Et c'était ça en fait l'intérêt d'avoir étudié les symétries dans le premier épisode. Voilà, donc on va en rester là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on regardera des stratégies un peu plus complexes, et je vous rassure, on va pas voir avec autant d'exhaustivité en fait ces autres stratégies, mais voilà, je voudrais un peu plus dans les prochaines vidéos donner des intuitions sur comment extraire le maximum d'informations de tel ou tel coup, et puis comment mesurer voilà, le niveau d'information qu'on a acquis quand on a joué une combinaison plutôt qu'une autre. Merci à vous.